Salut à toi et bienvenue sur le podcast Booste ton gîte. Je suis Yann Jarno et j'aide les gîtes et les chambres d'hôtes à développer leur marketing. Pour plusieurs raisons. Améliorer leur business, trouver l'équilibre dans leur communication et surtout se sentir mieux dans leur activité. Tu retrouveras dans ce podcast mes conseils et ceux de mes invités pour t'aider dans ton parcours, que tu sois porteur de projet ou alors déjà installé. Ici au programme de la légèreté, de la bienveillance et surtout du partage de connaissances à appliquer à ton rythme. Bienvenue dans la suite de l'épisode 24. Dans la première partie, nous avons abordé avec mon invité Thomas Burbidge comment mieux vivre l'instant de la décision de se lancer dans ton changement de vie. Dans cette seconde partie, j'aimerais que nous nous intéressions au fait d'incarner ton nouveau toi. Nous allons donc voir beaucoup de points passionnants, mais commençons par celui-ci. Comment vivre maintenant le fait que tu es à ton compte, que tu es donc indépendant ou indépendante, et que tu représentes dès à présent ton hébergement. Comment faire un trait sur le passé pour incarner pleinement cette nouvelle activité. Je pense que le chemin le plus simple à suivre suite à tout ce qu'on s'est dit avant et que je vais saisir là, c'est le chemin de l'entourage. Dans le sens où, comme on se le disait avant, si dans notre environnement et notre entourage, il n'y a que des personnes qui incarnent telle vision d'une vie bien vécue, qui est grandes entreprises, responsabilités, enfin voilà tout ce qu'on s'est dit avant, c'est évident qu'on va avoir des difficultés à incarner la vision que nous on souhaite maintenant incarner et les projets que nous on souhaite maintenant incarner. Donc la première chose que je dirais, c'est que c'est l'entourage, les gens avec qui on passe du temps, les gens avec qui on échange, les gens qu'on suit sur les réseaux sociaux, enfin tous ces trucs-là, toutes ces personnes qui influencent ce qui se passe dans notre tête, donc les conversations qu'on a, les contenus qu'on consomme et ainsi de suite, c'est important de se réentourer de personnes qui voient le monde comme nous on le voit. Parce que sinon, on va constamment, tous les jours, se faire challenger sur « tu n'as pas raison, ta manière de voir les choses est pas bien, tu devrais penser autrement, etc. etc. » C'est important d'avoir cet équilibrage et de ne pas tomber dans l'entre-soi, évidemment, mais pour nous soutenir dans notre démarche, l'entourage fait une différence énorme. C'est la différence entre tu es assis à une table, on est 10, il y a 9 personnes qui te disent « c'est une mauvaise idée », VS la table d'à côté, t'as 9 personnes qui te disent « putain, trop stylé, moi aussi je suis en train de réfléchir à ça, ça m'inspire ». Ça change complètement notre énergie et ça change complètement notre capacité à se dire « j'y vais, je passe les difficultés, je fais ce qu'il faut » et ainsi de suite. Et donc, je pense que là, un des premiers axes, c'est ça, c'est rechercher des personnes qui sont dans la même dynamique que nous, qui ont les mêmes enjeux, les mêmes aspirations, les mêmes rêves, les mêmes problèmes, et réussir à se créer cet entourage. Et je crois que tu le sais, Yann, à quel point moi, c'est un truc que je réfléchis pour mes clients de leur offrir. Et t'en parlais juste avant. Les lives que tu fais de rencontres entre tes propres clients qui se connectent. Ah tiens, on était dans la même école et tout. J'imagine que c'est hyper soutenant pour tes clients de vivre ça, de se dire, je peux parler avec quelqu'un qui est dans la même merde que moi parce que l'artisan avec qui on bosse, ça fait 3 mois qu'il nous fait attendre parce qu'il a trop de chantiers et on n'arrive pas à communiquer avec lui. Oh putain, heureusement, je suis pas seul au monde, quoi. Non, c'est clair. Mais il faut absolument s'entourer de... C'est ce que je conseille généralement à mes clients. Même, tu vois, quand ils commencent à communiquer, je leur dis, allez directement sur Instagram, connectez-vous avec d'autres confrères qui sont sur Instagram aussi et échangez. Il ne faut pas les voir dans un axe de compétition, de concurrence, etc. Et si vraiment ça vous choque, bah, du coup, si vous êtes en Bretagne, bah, allez chercher quelqu'un en Occitanie, quoi. Et là, le problème, il est réglé, quoi. On n'a pas le même soleil, donc il n'y a pas de même problème. Certes, effectivement. Ou pour donner un autre nom de département, en Corrèze. Moi, je suis en Corrèze. La Corrèze, c'est merveilleux. Mais tu vois, là, tu touches un autre point qui est intéressant sur l'incarnation. C'est ce truc de la concurrence, justement. Et ça, c'est un point qui est très, très intéressant. Dans le sens où, c'est quoi vraiment incarner son projet ? Et c'est une réflexion que j'ai aussi pour les indépendants qui font plus du service, enfin les freelances, comme on pourrait les appeler, qui sont plus ma clientèle. C'est de se dire, quand ton activité professionnelle, ton business, donc ici ton gîte, tes chambres d'hôtes, quand elles incarnent l'être humain unique que tu es, toute concurrence disparaît. Parce que personne ne peut être un meilleur toi que toi. Et c'est ça aussi, incarner réellement son projet, c'est que tant que tu vois les gîtes à côté de toi, dans le même village, comme tes concurrents, et bien sûr, il y a des points communs, en tout cas le village et la météo, mais tant que tu les vois comme des concurrents, ça va être des concurrents. Si tu décides que c'est des alliés,
et que ton but, c'est pas de leur voler leur clientèle, mais c'est d'avoir la meilleure clientèle pour toi en tant que personne et que eux, ils aient la meilleure clientèle pour eux en tant que personne, ça change tout. Tu changes la gap, ouais. Et ça change tout dans comment tu incarnes ton projet. Je te donne un exemple sur 2 gîtes côte à côte, 2 personnes qui viennent d'2 univers différents. Il y en a un qui vient de, disons, le luxe. Donc, c'est quelqu'un qui a bossé dans le luxe à Paris, chez Hermès, pendant je ne sais combien de temps, patati patata. L'autre personne, elle a fait toute sa vie dans la restauration à Toulouse. Il se trouve qu'elles atterrissent toutes les deux dans le même village. Cette fois-ci, on va prendre un village dans les Landes. Et elles ouvrent un gîte dans le même village. Elles sont côte à côte. Si ces 2 personnes-là incarnent dans l'expérience qu'elles proposent aux personnes qui viennent chez eux un truc qui vient de leur passé, de leur histoire, de leurs inspirations, etc., etc., est-ce que tu crois que c'est possible que ce soit 2 gîtes comparables entre la personne qui a tout fait dans la restauration, des trucs autour de bien vivre, passer des moments de partage, etc., si elle incarne ça dans son gîte, et la personne qui vient du monde de Hermès, le haut artisanat, le luxe, les expériences qu'on ne peut s'offrir dans la vie quotidienne, que tu t'offres en vacances, c'est pas les mêmes gîtes. Et donc ça parle pas aux mêmes êtres humains. Et c'est ça qui est intéressant, c'est oui, il faut partir de qui sont mes clients, qu'est-ce que mes clients cherchent dans l'expérience qu'ils viennent vivre ici, et toute cette réflexion de ok, c'est des gens qui viennent en vacances, est-ce qu'ils veulent des vacances détente en mode je reste à la maison, je me fais un spa et je chill à fond. Est-ce qu'ils veulent des vacances aventure? Je fais faire des trucs que j'ai jamais fait. Je fais le tour de la Bretagne en vélo, enfin des trucs comme ça. Si on reprend la Bretagne, il faut qu'on arrête avec la Bretagne, c'est hyper cliché. Mais je sais pas pourquoi ça vient naturellement. C'est un peu à cause de moi, je pense. Toi, je sais que ça vient naturellement. Mais tu vois, c'est déjà donc ça, c'est pas les mêmes clients, c'est pas les mêmes vacances, donc je propose pas la même expérience. Mais dans la balance, il faut aussi l'équilibre de moi, pour faire ce truc-là et ce projet pendant peut-être le restant de ma vie, qu'est-ce qui m'inspire de créer comme expérience parce que ça me ressemble et parce que c'est moi. Et ça, c'est hyper important à prendre aussi dans la balance parce que c'est toujours l'équilibre. Et si on trouve cet équilibre, qui sont les clients qui m'inspirent de servir et quelle est l'expérience que je conçois autour de ça et qui je suis en tant qu'être humain, quelles sont mes valeurs et mes inspirations et comment j'incarne ça aussi dans mon expérience de gîte ou de chambre d'hôte, alors là, il n'y a aucune concurrence possible. Parce que c'est complètement différent pour chaque être humain. Même avec une histoire sensiblement identique. Parce qu'on n'a pas les mêmes racines. Enfin voilà, ce qu'on disait sur le conditionnement avant. Ouais, là, ça s'incarne dans le projet. Ouais, complet. Et moi, je trouve ça tellement important ce que tu dis parce que du coup, même dans ma construction du podcast, ça a été pensé pour. C'est-à-dire que l'épisode 1 de la saison 1, c'est construire son client idéal. Et dedans, du coup, je dis, on n'a pas les mêmes aspects de vie, comme tu le dis, on n'a pas les mêmes imaginations de qui on veut accueillir, etc. Et du coup, ça, c'est vraiment, je trouve ça, le point de départ, c'est vraiment comprendre qu'on est tous différents et forcément, on va, même si c'est un petit détail, on sera différent sur un service. Et tu vois, c'est là où ma fascination pour les liens entre des sujets qui, entre guillemets, n'ont rien à voir, mais qui ont tout à voir, arrive ici dans cette conversation. C'est que ta question à la base, comment j'incarne mon projet, c'est une question, entre guillemets, business. Ouais. Mais en réalité, c'est une question développement personnel. Parce que pour incarner pleinement ton projet et toutes tes idées qu'il y a derrière et ainsi de suite, ça commence par incarner toi. Ouais. Incarner l'être humain unique que tu es et les valeurs que tu as et les idées que tu as et les choses que tu trouves belles et inspirantes dans la vie. Si tu ne fais que cacher ces choses en te disant les autres ont davantage raison que moi, notamment ce gîte ici qui est dans le village depuis 3 ans et je vais tout copier. Pourquoi est-ce qu'on copie? Parce qu'en fait, on n'a pas confiance en sa propre capacité à créer un truc meilleur ou différent. Et c'est pour ça qu'on copie. Alors que quand on reprend le pouvoir personnel sur voilà qui je suis bien debout dans mes bottes, j'ai confiance en ma vision des choses, en ce qui m'inspire et en ce que je trouve beau pour moi et pour mes futurs clients, là on incarne davantage les choses. Parce qu'on n'est plus en train de se poser la question qu'est-ce qui marche, il faut que je fasse pareil, sinon ça ne fonctionnera pas. On est en train de se dire voilà les gens qui m'inspirent, j'ai envie de leur offrir les meilleures vacances possibles. Voilà ce qui m'inspire
et j'ai envie d'incarner dans mon projet ce qui me ressemble. Et c'est dans cette rencontre que la magie se passe. On peut pas se comparer à un truc qui n'est pas dans le même système. Il y a tellement de critères qui changent, c'est impossible. La seule manière de savoir, c'est de tester. Qui est ma clientèle? Qu'est-ce qui m'inspire? Faisons. Et ensuite, on va sur le marché. Si ça marche pas, on fait évoluer. Et on change. Merci. Merci pour ce rappel. Et je rajouterais même, quand vous faites ça, laissez-vous du temps. Ne changez pas toutes les Grave. semaines votre critère tarifaire, s'il vous plaît. Oui, oui. Parce qu'il faut... Ça, pareil, c'est des statistiques. On va refaire appel à l'école. Quand on fait des statistiques, normalement, l'exemple que je prends qui est assez marrant, c'est que je vais chercher une pièce, je tourne ma pièce et elle tombe sur pile ou face. Ici, on va dire elle est tombée sur face. La question que je pose, c'est est-ce que parce que cette pièce est tombée sur face, ça veut dire qu'elle va tomber tout le temps sur face? Yann. Non. Merci. Donc, c'est pas parce qu'une personne est venue dans votre gîte et a dit c'était trop cher pour ce que c'était que tous les autres êtres humains du monde vont vous dire la même chose. Et donc, effectivement, ce sont des statistiques. Ils font un certain nombre de personnes qui nous répètent régulièrement la même chose pour qu'on se dise ok, là, c'est du feedback qualitatif parce que c'est répété par une même catégorie de personnes qui sont les gens qui m'intéressent. Je vais donc, effectivement, trouver des solutions. Alors que si c'est un rageux qui a dit un truc et qu'on change tout autour du rageux, et qu'en fait, ça déplaît aux autres personnes pour qui ça plaisait déjà parfaitement, bah, on est en train de se comparer à des choses auxquelles on ne devrait pas se comparer et prendre en compte des choses qu'on ne devrait pas prendre. Donc effectivement, le temps, pourquoi le temps? Parce que suffisamment d'occurrences d'une même chose, statistiquement, pour que ce soit vérifiable et pas que ce soit une exception. On en dit des belles choses dans cet épisode. On avait la petite trame et on rajoute des petits trucs que j'adore. C'est formidable. Donc je suis encore plus heureux de ta part, tu vois. Je savais que ça allait être un épisode de folie, mais voilà, c'est En même temps, Yann, encore plus. quand tu me poses devant un micro et que tu commences à me faire parler, désolé, mais je parle. Foutu pour foutu. Il reste 1h30. Non. Bah, on sait pas, j'ai bloqué 2 heures. Est-ce qu'il y a des manières de faire la transition sereinement? Oui. Genre, est-ce que y a des petits pas ou alors faut y aller en mode gros bourrin et dire c'est maintenant? La réflexion que je vais essayer d'avoir ici, c'est qu'est-ce qui peut venir perturber le bon déroulement de cette transition? Notamment intérieurement, émotionnellement, on a déjà commencé à couvrir des trucs là-dessus, mais donc avec des conséquences très matérielles. Tu me donnais un exemple en début de conversation, tu disais il y a quelqu'un qui en ce moment est un peu dans la secousse de putain, les travaux ça dure super longtemps, je ne m'attendais pas, ça me prend tellement de place, etc. Ça, c'est une secousse qui peut venir ajouter du doute et venir mettre de l'inconfort dans la transition. Effectivement, si on se dit je vais faire les travaux dans mon plan, on ouvre à telle date, on commence à générer des revenus à telle date, et ensuite, du coup, les revenus nous permettent de vivre. Si on voit cette date approcher, qu'on voit que les travaux sont loin d'être terminés, et qu'on se dit merde, je vais manquer de finances à telle date, comme ça peut arriver à un freelance avec la transition du chômage, par exemple, évidemment, qu'est-ce qui se passe? On commence à flipper, on commence à prendre des moins bonnes décisions, à moins bien communiquer avec les artisans, et ça crée de la friction qui n'est pas au service du fait d'atteindre les objectifs qu'on se fixe. Et donc, dans ces moments-là, je pense que c'est important, de les anticiper davantage, donc peut-être de partir avec un scénario un peu pire que celui qu'on souhaiterait. Et souvent, on a tendance à faire ça, on se dit, ça va se passer comme ça, tranquille et tout, et on prévoit pas le plan B. Alors que les plans B, quand même, c'est intéressant, ça nous aide à savoir comment je réagis si telle chose se passe. Et ça, je pense que surtout les personnes qui, comme tu disais au début de l'épisode, sont dans un cadre salarial et rentrent dans un cadre entrepreneurial, c'est pas forcément un truc qu'on nous instruit et auquel on est conditionné à faire dans le monde du salariat, là où on a toujours un N+1, un N+1, un N+1, un N+1, un N+1, dont la responsabilité, c'est de voir loin et de nous ensuite nous déléguer les choses pour avancer. Sauf si on est dans des postes ultra, entre guillemets, managériaux, où notre but, c'est de piloter la vision et tout, on a plus l'habitude. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Quand on rentre dans cette démarche entrepreneuriale, c'est important de se dire, je vais dans cette direction, voilà comment ça peut se passer, voilà comment ça peut se passer, voilà comment ça peut se passer. En fonction des scénarios que je vois venir,
comment j'ai envie de me comporter et qu'est-ce que je vais faire. Quand on sait déjà comment on aimerait réagir dans telle ou telle situation, c'est beaucoup plus facile quand la situation arrive, parce qu'on sait déjà ce qu'on veut faire. Alors que si une situation non prévue, et bien sûr il y en a toujours, on ne peut pas imaginer tous les scénarios, bien sûr, mais si on n'a pas prévu un truc et que ça arrive, évidemment que ça peut avoir tendance à nous mettre en mode panique, je sais pas comment réagir, c'est la fin, on est foutu, et ça nous fait partir dans une espèce de spirale où on peut prendre des décisions, avoir des actions, des comportements qui sont pas du tout au service du truc, et sous le coup d'une impulsion, appeler l'artisan et dire de la merde, et du coup ça coupe les bonnes conversations avec lui, et du coup lui il est un peu en mode rageux, et du coup il va aller Ouais. prioriser les autres chantiers à la place d'une autre, et donc ça nous met encore plus de retard, et nanana, nanana, nanana. Donc je pense qu'une des compétences les plus importantes pour n'importe quel entrepreneur, y compris donc quand on monte un gîte, c'est travailler cet espace entre les stimulations de l'extérieur et nos réactions. Parce qu'il va s'en passer des couilles, c'est sûr et certain. Je pense que c'est encore Notamment plus dans le courant. BTP, putain. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est encore plus courant dans les projets de rénovation qu'il se passe des emmerdes que quand on crée une boîte de service comme c'est notre cas à nous. Ouais. Et donc, cette compétence il y a une stimulation extérieure qui arrive et je cultive de l'espace en moi pour accueillir ça avant de décider ce que je vais en faire, ça fait une énorme différence à mon sens dans notre bien-être mental et notre capacité à mieux vivre ce genre de montagnes russes qui vont arriver. Donc je dirais qu'un des trucs qui aide énormément dans ces phases de transition, qui est à la fois pratico-pratique et plus intérieur, c'est travailler sur sa santé mentale et être plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Moi, ce qui m'a énormément aidé sur ça, c'est les pratiques un peu contemplatives, genre la méditation, genre la cohérence cardiaque, des trucs qui te tournent vers toi, où tu regardes tes pensées, tu regardes ce qui se passe à l'intérieur, pour ensuite agir en conséquence et sortir du truc de je me prends une gifle, j'en remets une, qui est un peu le mode par défaut de l'humanité, j'ai l'impression, vu comment on est éduqué. Donc ça, je dirais que c'est un truc qui est hyper important. Et je vais, du coup, juste redire les trucs. Anticiper tout ce qui vient de se passer pour créer des plans de comment je vais réagir si telle ou telle chose se passe. Donc être cette dimension de projection, pilotage, entrepreneurial. Et quand il se passe des choses, souvent qu'on peut du coup ne pas réussir à prévoir, cultiver cet espace de ok, ça vient de se passer, je prends du recul, je respire, quel est le sens, qu'est-ce que je peux faire, c'est quoi toutes mes options, et maintenant j'y vais. Et pas dans l'urgence de. C'est hyper important ça. Et tu vois, genre dans mon cas, je me suis fait accompagner avec Virginie Brochard, que tu connais sans doute. Mm. Et du coup, j'en ai profité tellement c'était bénéfique, tu vois, j'en ai profité pour l'inviter dans le podcast aussi. Et du coup, Trop on bien. s'est fait un épisode sur comment gérer la charge mentale. Pour faire le background de cet épisode, je me suis rendu compte que déjà moi en tant qu'homme, dans mon entreprise, j'avais une énorme charge mentale pour gérer mes enfants à côté, etc. Mais il ne faut pas se mentir, les femmes ont encore plus de charge mentale que nous. Grave. Donc je me suis dit, moi, dans ma condition, comment je pourrais essayer d'aider tout ça. Et je me suis dit, en plus, la plupart de mes clients, c'est des femmes. Donc du coup, gros respect pour ça, parce que j'imagine même pas ce que ça représente Trop bien. de se créer cet espace intérieur pour Mm. lutter contre les mauvaises situations qui peuvent se présenter. Ouais, c'est formidable parce que je ne pensais pas qu'on parlerait de féminisme en arrivant ici, mais tu me donnes l'occasion de parler de féminisme et c'est formidable. Parce que effectivement, tu as bien raison. Culturellement, en tout cas de ce que j'en comprends de mes lectures, parce que je suis aussi genre et homme. En tout cas, c'est le genre que en tout cas, je suis un homme cis pour utiliser les mots utilisés dans ce genre de cadre, cisgenre. De ce que je comprends et de ce que j'observe aussi dans mon entourage, culturellement, les femmes sont, entre guillemets, conditionnées ou entraînées à davantage porter les charges émotionnelles et les charges mentales et le travail de soins que nous les mecs. Et donc, effectivement, dans des situations à charge mentale forte, en fait, la charge mentale était déjà forte, donc on passe beaucoup plus facilement, j'ai l'impression, les seuils juste de ce qu'un être humain peut gérer. Ouais. Et donc, forcément,
quand on rajoute et 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 on rajoute, ben, c'est difficile. Et clairement, je pense que c'est une dimension qui est hyper importante à prendre en compte. Et tu vois, le piège dans lequel on peut tomber, et sur lequel moi j'essaie de vachement me documenter aussi, c'est que, ah mais du coup, ça veut dire que les nanas doivent faire d'autant plus de travail de dev perso parce qu'elles ont d'autant plus de charges à porter. Et effectivement, tu vois, c'est une sorte de... Oui, mais, et ça c'est un truc peut-être une invitation pour toi et que moi j'essaye d'avoir en tête, c'est aussi notre rôle à nous en tant que mec, c'est de venir contrebalancer le système dans lequel on vit, qui est, qu'on peut dire patriarcal, pour contribuer à porter la charge mentale et faire en sorte que ce soit pas un taf en plus pour les nanas de se dire oui, donc il faut que je travaille encore plus pour que ça m'atteigne au moins, tu vois. Et effectivement, c'est infini parce que ça fait que le poids est Ah ouais, toujours sur bah la ouais. même personne. Et tu vois, ça c'est fascinant parce que je l'observe directement dans mon activité. On le voit, je pense, les personnes qui nous écoutent ici sentent qu'il y a une dimension un peu plus loin que juste accompagnement business dans ce que je propose, qui va sur de la spiritualité, du développement personnel, de la psychologie, tous ces trucs-là. 75% de ma clientèle, c'est des femmes. Parce que, encore une fois, par conditionnement et culturellement, les mecs ne se posent pas ce genre de questions parce qu'ils ont moins besoin de se les poser, parce qu'ils ont moins cette charge mentale qui pèse, et donc ils ont le luxe quelque part de ne pas se poser ce genre de questions, et donc de ne pas faire le travail sur eux-mêmes nécessaire. Et du coup, tu vois, quand je pense à mes clientes, en général, tu vois, quand ce qui se passe, je vais pas dire c'est une généralité, mais ça y ressemble beaucoup à cause de la société et de beaucoup de choses, c'est que c'est souvent le mari qui va continuer son travail et la femme qui va reprendre la gestion du gîte Et et piloter, s'occuper machin. enfin de la décoration, du marketing, de la gestion administrative, de ce genre de choses, parce que du coup, elle a pris le rôle d'être à 100%. Hmm. Et en plus de ça, tu vois, il y a toujours l'aspect famille, gérer les enfants, gérer l'éducation, gérer beaucoup de choses de ce Ouais, genre-là. Et en fait, je pense que la transition avec le salariat et l'entrepreneuriat à ce moment-là est encore plus difficile parce que du coup, complètement. c'est un challenge mais monumental de passer déjà de salariat à entrepreneur. Mais si en plus tu prends tout ça dans la gueule au passage, Ouais, ça fait éduquer des gosses, c'est suffisamment dur. joli cocktail émotionnel, je pense. Ouais, éduquer des gosses, c'est suffisamment dur en tant que tel, même si tu changes pas ton mode de Ouais, vie. Donc rien que effectivement, ça. tu as l'éducation des enfants pour le cadre où on est des parents, le fait de changer de mode de réflexion de salariat à entrepreneuriat, le fait de piloter des projets qu'on n'a jamais pilotés, comme les projets de rénovation. C'est un truc que peut-être quand on se lance pour la première fois, on Ouais, l'a bah ouais, jamais fait. forcément. Donc il y a une nouveauté incroyable là-dedans. Même si on l'a fait pour un appart, c'est pas exactement pareil. Hmm. Le fait d'être dans un nouveau lieu de vie, et donc si le mari continue son taf, peut-être qu'il n'est même pas là, et on se retrouve seul dans un nouveau lieu de vie, avec des gens qu'on ne connaît pas, devoir redécouvrir tout notre entourage, effectivement, ça fait des couches et des couches de Hmm. nouveautés. Je pense que tu Et c'est secoues tout ça chouette. là et ça fait un bon Bah ouais, truc. grave. Mais du coup, tu vois, c'est intéressant parce que ça me fait arriver sur un point que, pareil, je n'avais pas entrevu avant, mais qui est un point en lien avec le féminisme, c'est comment on accompagne mieux la transition. C'est d'avoir ce genre de discussions qui, effectivement, sont compliquées au sein de son couple, si c'est un projet de couple. Et si c'est vraiment un projet de couple, comment est-ce qu'on prend conscience de la répartition de tous ces rôles dans ce qu'on fait. Et bien sûr, il y a une part de choix qui est hors du contexte patriarcal, machin, machin, et j'ai pas envie de dire les mecs, vous êtes des ordures et vous prenez le chemin facile. C'est pas du tout mon propos, parce que, tu vois, pour le coup, en tant que j'essaye d'être le plus allié du féminisme possible, je me mets une pression de dingue là-dessus, mais de malade d'être un bon mec féministe et de pas tomber dans les travers patriarcaux. Et c'est hyper dur. Et du coup, moi, ça me met vachement de pression. Donc, c'est pas ça mon propos. Mon propos, c'est de dire que ça existe, que malgré nous, on répercute ce genre de conditionnement et de comportement, et que pour en prendre soin, ouvrir l'espace de conversation, c'est déjà un super grand pas pour faire que la transition soit mieux vécue. Et que peut-être que, en tant qu'homme ou en tant que femme, on puisse poser sur la table, je vois tout le poids qui est porté par tout ce qu'on fait autour de ce projet, et essayer d'équilibrer la part. Et peut-être, si on veut vraiment prendre en compte les systèmes patriarcaux, bah que
la personne genrée homme me porte davantage que la personne genrée femme, parce que par défaut, c'est l'inverse qui se produit. Je tiens juste à mettre un warning au cas où avec à mes clients. Je travaille aussi avec les maris. Oui, oui, Donc, mais, mais du coup, en fait, je pense que ça se passe souvent comme ça parce que c'est con à dire, mais les salaires des hommes sont toujours plus grands. Et donc, du coup, ce qui est aussi conséquence patriarcale, c'est voilà, clair. exactement. Et donc, Mm. du coup, c'est un choix généralement presque obligatoire si tu veux tenir les débuts de ton business. Et ce qui Ouais. se passe en général dans les gros projets de location, c'est que le mari abandonne son poste lorsque le projet peut permettre. Commence à financer. Voilà, exactement. Ouais. Et du coup, ça rejoint ce que je disais à la fin, c'est OK, tu vois. Faut pas dire que c'est pas bien ça, c'est complètement OK. Mais à mon sens, il faut juste prendre conscience de nous prenons ces décisions parce que telle chose et c'est dit et les mots sont là et on est équilibré dessus. Parce que si c'est pas dit, on peut avoir ces espèces de ressentiments derrière et c'est comme si ça n'existait pas et c'était invisibilisé. Et si le choix, effectivement, suite à ces conversations, c'est bah, faisons comme ça parce que effectivement par mois tu as genre 1000 balles en plus, bah ok, faisons ce choix comme ça et je suis consentante du coup à effectivement avoir un peu plus de charge pendant cette période et c'est ok pour moi, mais il faut que ce soit ok enthousiaste. Faut pas que ce soit ok, ça me fait chier mais j'ose pas le dire. Parce que ça aussi, pareil, comme je le disais au début, on le fait payer sans s'en rendre compte. Et c'est, je crois, dans ce genre de transition de vie, et effectivement, c'est trop bien que tu bosses avec le couple, parce que c'est le couple qui porte, souvent, c'est important que tu bosses avec le couple, parce que dans ce genre de transition de vie, qui effectivement sont parfois des grosses transitions, c'est souvent un terreau fertile pour les affrontements, pour les engueulades, et pour peut-être, si le système famille-couple n'est pas suffisamment soudé, les déchirements. Et c'est d'autant plus important donc d'avoir ce genre de sujet sur la table pour le couple, pour le projet, pour les enfants. Et je pense que, et c'est pour ça que j'ai envie de le dire, et j'espère que dans ton montage, tu le conserveras d'une manière ou d'une autre dans l'échange, c'est que là aussi, on peut l'oublier, mais ce genre de conversation, à mon sens, et ce genre de compétences de communication entre les deux personnes, c'est au service de la transition, c'est au service de l'incarner pleinement dans son projet, c'est au service de un environnement plus au service d'eux, etc., etc., et tous les points qu'on a traités jusqu'alors. Je vais rebondir là-dessus. C'est que genre, j'ai vécu un truc qui était hyper fort. J'ai sorti le mois dernier ma première formation, mon premier Mhm. accompagnement. Et du coup, à la base, la personne qui l'a réservé, en fait, c'était une cliente, du coup. Et genre, j'ouvre le Zoom, etc. On ouvre la réunion, on commence la formation. Et là, elle me dit, bah, mon mari, il est disponible, donc du coup, il va faire la formation, on va la faire à deux. Et du coup, pendant 3 jours, tous les soirs, pendant 2 heures, ils étaient côte à côte pendant la réunion Mhm. et ils bossaient tous les deux dessus. Et je leur ai dit, bah, posez chacun votre vision du gîte et après, on met juste côte à côte et on voit ce que ça donne, si vous êtes d'accord sur tel ou tel point, si vous avez des points de concordance, des points, Mhm. des points où vous n'êtes pas d'accord, etc. Et en fait, c'était assez fou, c'est que, on va dire, 90% des décisions, elles étaient communes. Et Mhm. il y avait des petits points qui étaient différents, mais du coup, en fait, le fait de les écrire, de les développer, etc., dans cette formation-là, eh ben, ils ont pu être abordés. Ouais, Et du coup, à la fin de la formation, ils sont ressortis, mais hyper contents tous les deux, en disant on est vraiment content d'avoir pu suivre cette formation à deux ouais, et de ouf. réfléchir sur ce truc-là. Et après, elle m'a dit un autre truc, c'est qu'elle m'a dit je pense qu'on va continuer à se bloquer des rendez-vous euh, à deux pour Ouais, travailler ensemble. Et en fait, ça, grave. c'était pas quelque chose de routinier dans leur travail dans Ouais, le gîte. Et juste se bloquer un espace-temps où ils travaillent juste tous les deux, mais vraiment côte à côte sur la même table, et ben, je pense que ça a apporté énormément dans leur développement personnel et professionnel. grave. Et ça, je pense, euh, empêche les espèces d'affrontements de vision qui pourraient arriver plus tard, où effectivement, tu as ces cas où il y a une personne qui pilote davantage le projet que l'autre, parce que la décision a été prise, que le mec ramène les finances pour financer le projet, et que l'autre pilote, et c'est OK.
mais ça peut créer des affrontements de vision plus tard. C'est Hmm. trop bien que tu es séparé en mode chacun de votre côté, et ensuite on rassemble, parce que ça permet de mettre en lumière, on est d'accord sur ça, et on n'est pas d'accord sur ça, et on traite là où on n'est pas d'accord, parce que sinon s'il y a une personne qui fait, l'autre elle arrive, et elle voit que les trucs avec lesquels elle n'est pas d'accord. Elle va jamais soulever les trucs avec lesquels elle est d'accord en mode ça c'est génial, ça c'est génial, ça c'est génial. C'est un biais cognitif qui s'appelle le biais de négativité qui nous fait direct voir ce qui va à l'encontre de notre vision des choses. Et donc, c'est naturel que la personne arrive et dire ah ouais, t'as fait ça, mais c'est pas ouf, hein. Ouais. Je Et suis tu pas sais, trop fan, il je y a la pense qu'on fameuse devrait phrase changer. aussi, tu arrives et tu fais alors j'aime bien, mais par contre. Voilà, et on sait très bien que tout ce qui est avant un mais, ça n'existe pas. Et donc, c'est trop bien, effectivement, que tu vois, il y a cet équilibre dans la gestion de la transition et qu'on soit une équipe, et vraiment une équipe. Ouais. Et c'est hyper important. Et je pense que, bon, bien sûr, les emplois du temps peuvent ne pas le permettre tout le temps, mais il y a des actions, je pense, qui sont hyper importantes. Et je pense à un truc, tu vois, genre le nom du gîte, le naming. Tu Ouais. vois, on a travaillé ça pendant la formation parce que du coup, ils ouvraient un deuxième projet. Du coup, on essayait de trouver une marque qui rassemblait les deux Hmm. projets. Et du coup, il fallait trouver déjà le nom de la marque, mais aussi le nom du nouveau projet. Hmm. Et donc, du coup, en fait, j'imagine tellement le truc en mode on n'a pas posé ça à deux, j'ai choisi ça. Et après, dans 6 mois, le projet ne marche pas. Et l'autre qui arrive et qui dit bah, tu En vois, je même t'avais dit temps, qu'il fallait pas l'appeler comme ça, blablabla. Tu vois, juste ça, cette image-là, je la visualise très bien. Donc, vraiment, les étapes, n'hésitez pas à les faire à deux. C'est hyper ouais, important. de ouf. Surtout les grosses Ah ouais, surtout les qui... piliers de votre marque, Les trucs faites-les qui à sont deux. durs à changer, quoi. Ouais, complet. Genre, est-ce qu'on casse ce mur ou pas? Déjà. Extra. Putain, je suis très content parce qu'en fait, il y avait des sujets, je pensais vraiment pas les aborder, tu l'as dit, le féminisme, etc. Et on arrive sur des sujets qui sont hyper profonds et que je trouve tellement importants. Donc, Hmm. je suis très content. Tout est lié, Yann, tout est lié. Oui, on l'avait dit au début, de toute façon. Donc, du coup, là, on a vu comment décider du changement de situation, comment être plus confiant dans ses choix, comment réorienter le spectre de négativité vers la positivité. On a aussi vu comment impliquer ses valeurs, comment ne pas faire attention à la comparaison et plus voir ça dans l'autre sens, que c'est plus s'écouter soi et Hmm. représenter son business comme on le vit. Et d'ailleurs, Hmm. je rebondis là-dessus, c'est qu'il y a une de tes phrases euh, qui m'avait marqué à l'époque, c'était on devient entrepreneur, on a la chance de pouvoir imaginer et construire la vie qui nous correspond. Parce qu'on n'est pas Hmm. salarié, on dépend pas de quelqu'un d'autre. Et ça, il faut Hmm. pas l'oublier. Vous allez peut-être dépendre peut-être de votre banquier pour la partie rentabilité, etc. Mais cette partie rentabilité, il faut qu'elle dépende de vous, de la vision Hmm. que vous avez, de la vision de l'hébergement que vous voulez proposer, de la relation humaine que vous voulez proposer aux gens qui Hmm. viennent chez vous, etc. Et ça, c'est une bénédiction. Et c'est important de se le rappeler, je pense, d'autant plus dans les moments où on se raconte qu'on n'a plus le Ouais. pouvoir. Comme l'exemple qu'on donnait juste avant sur les choix et tout. On l'a toujours quelque part. On a toujours quelque part sur un truc, un pouvoir personnel. Et ça relève de notre responsabilité de s'en rendre compte. Parce que, Hmm. encore une fois, je pense qu'on est super bien entraîné à offrir le pouvoir sur notre vie aux autres. À notre patron, au gouvernement, à notre entourage. Et de le reprendre et de reprendre conscience que, oui, il y a des faits extérieurs, mais si je regarde les choses sans l'agitement de tout ce qui se passe à l'intérieur, de la manière la plus pragmatique possible, j'ai du pouvoir à certains endroits. La question, c'est est-ce que je vais m'en saisir ou non? Hmm. Et effectivement, tu vois, ok, cet exemple de rentabilité, je dois rembourser tant par mois. J'ai le pouvoir sur comment je souhaite le rembourser. Et peut-être que ça ne fait pas sens pour moi d'enchaîner les réservations qui se tiennent à tête et de me buter tous les samedis à faire le ménage moi-même. Peut-être que ça ne fait pas sens pour moi, ça. Peut-être que je peux sauter une semaine à chaque fois et faire autre chose pour gagner des finances à côté. Ou Hmm. sauter une semaine, monter les prix, changer un peu l'expérience. Ou aller bosser à côté pour payer quelqu'un qui fait le ménage. Et bosser dans autre chose. Enfin voilà. Et on a du pouvoir sur plein d'endroits sur comment on joue avec le truc. Tant qu'on se raconte qu'on n'a pas de pouvoir, effectivement, on n'a pas de pouvoir. Hmm.
et on se tue à la tâche tous les samedis. Et c'est ce que mes parents ont fait pendant longtemps avec notre propre le business familial. C'était la fameuse maison à louer l'été des Anglais en Ouais. Dordogne qu'on a tous et toutes fait. Et ils se butaient à la tâche tous les samedis. Et la préparation, toutes les préparations, les 4-5 derniers jours, ils dormaient 1-2 heures par nuit parce que c'était le bordel, il fallait tout finir et tout. Et ils se racontaient que ça faisait partie du cheminement, modèle, du modèle, entre ouais. guillemets. Ouais. Et à l'époque, j'étais gamin, donc je ne savais pas, je ne saurais pas mieux. Mais qu'est-ce que je donnerais pour avoir la réflexion entrepreneuriale que j'ai maintenant et pouvoir me poser avec eux à l'époque et dire, Écoutez. les gars, il y a plein d'autres options. Vous n'êtes pas obligé de vivre comme ça. Est-ce que vous voulez vraiment, tous les ans, vous buter et dormir 1 heure par nuit, 2 heures par nuit les 5 derniers jours, simplement pour économiser tant ou tant? Est-ce qu'on peut pas réallouer les finances? Enfin, tu vois, remontrer qu'ils ont du pouvoir sur comment ils le vivent et que c'est pas forcément à leur service de faire ce qu'ils font. Donc effectivement, c'est important que tu rappelles ça. Il y a une question que je pose à chaque fin d'épisode, à chaque invité. Comme tu as pu le voir, j'aime bien voir les gîtes et les chambres d'hôtes comme des freelances, des entrepreneurs comme toi et moi. Et du coup, on a tendance à oublier ça quand on se les imagine. Et j'aime bien leur partager euh, un conseil de freelance pour qu'ils puissent se rendre compte Ouais. qu'ils ne sont pas les seuls dans la merde. Donc, du coup, la question de fin d'épisode, c'est quelle a été ta plus grande difficulté, toi, en tant que freelance, en tant qu'entrepreneur, et comment tu as fait face pour l'affronter? Je pense que la mienne, forcément, il y en a plein, mais celle qui me vient là, c'est une problématique de pilotage financier. L'année dernière, j'ai fait une grosse année, plus de 100 000 euros de chiffre. Et du coup, sur les chiffres, bon, c'est différent entre un gîte, un freelance, une activité de service, etc. Mais pour moi, pour le coup, 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'était un x2, donc ça représentait quand même une très belle année. Et j'avais pas les compétences de pilotage financier pour maîtriser ce niveau de croissance avec ce que ça engendre pour moi, qui est passage d'une autre forme de société, toute la gestion de la TVA sur laquelle j'ai fait n'importe quoi, enfin plein de trucs comme ça qui font que, verdict à la fin de l'année, je me retrouvais à avoir investi plus que ce que j'avais dans les dépenses, les prestats, les trucs sur lesquels j'avais envie d'avancer, et de me retrouver avec, certes, je crois 10-15 000 euros sur mon compte pour le gouvernement, mais à devoir presque 2 fois plus à l'État. Et donc de me retrouver avec un trou en mode, ok Thomas, c'est cool, il te manque 11 000 euros que tu vas devoir débourser dans 4-5 mois pour les impôts et la TVA. Comment on fait? Et ça, c'était hyper inconfortable, ce moment-là. Et du coup, j'ai écrit un énorme article sur le sujet pour pas que d'autres freelances fassent la même merde que moi, en leur disant, voilà les endroits où je me suis planté. Mais ça, c'est hyper, hyper inconfortable. Et je pense que le message qui sort de ça, et qui est important pour les personnes qui nous écoutent ici, c'est que de se rendre compte que oui, c'est une activité, chambre d'hôte, gîte, etc. Mais la démarche, elle est entrepreneuriale. Et dans une démarche entrepreneuriale, il y a beaucoup de compétences à maîtriser. Il ne faut pas sous-estimer telle ou telle compétence simplement parce qu'elles ne nous plaisent pas ou on ne les aime pas. Il ne faut pas tout gérer tout d'un coup au début parce qu'il y a des trucs, ça ne nous sert à rien au début. La gestion du pilotage financier à 100 000 euros est complètement différente de celle quand on démarre et on fait nos premiers milliers. Mais il faut prendre conscience qu'à chaque stade de développement, il y a des nouvelles compétences à aller chercher. Il ne faut pas les sous-estimer. On peut les déléguer, et c'est fine de les déléguer, et moi je délègue plein de choses maintenant, mais on peut aussi les intégrer. Ça aussi, c'est des arbitrages à faire. Et si on les intègre, c'est important d'y aller, mais bien, quoi. Parce qu'après, on peut se prendre des petites baffes. Et heureusement, un des trucs qui m'a sauvé, c'est que j'avais une facture en attente de 7 000 euros ou 6 000 euros qui est tombée juste après. Et du coup, j'étais en mode, ok, c'est bon. Il y a à peu près 10 000 à récupérer, mais il y a plus de la moitié qui arrive. Qui a sauté. Mais du coup, tu vois, c'est ça qui est un peu frustrant. C'est que c'était une belle mission. Tout l'argent de la mission est parti pour l'État. Ouais. Parce que j'avais pas fait mon travail de planification avant. Et du coup, ça était en mode, bon, c'est frustrant quand même. Donc je pense qu'un des conseils financiers que je pourrais donner, c'est à chaque fois qu'il y a de l'argent qui rentre sur le compte, de bien séparer les pourcentages en mode, ok, et je sais pas ce que c'est les modèles économiques, structurels, de quel statut, etc. quand on fait des gîtes, mais sur la micro-entreprise en tout cas, c'est 23%, c'est des charges sociales, donc à chaque fois qu'il y a des sous qui tombent sur le compte, on prend 23%, on le met de côté. On estime aussi par rapport aux impôts, si je fais tant de chiffres, alors ça veut dire que je paierai tant d'impôts. On prend le pourcentage qui représente sur chaque chiffre d'affaires,
on le met de côté. Pareil, pour nous payer nous-mêmes, on prend le pourcentage, on met de côté. Et de faire ça vraiment, de prendre cette discipline qu'on peut ne pas avoir. Et des fois, on se dit, bon, c'est pas grave, celui-là, on l'utilisera là, etc. Et on peut avoir des mauvaises surprises. Et ce genre de pilotage, de se dire, oui, je fais un gîte et des chambres d'hôtes, mais c'est une vraie boîte. C'est pas juste, je fais ça en m'amusant. J'ai une entreprise. La mission de cette entreprise, c'est de faire en sorte que les gens kiffent leurs vacances. Et donc, j'ai un service de location là-dedans. Et je pilote ça comme une boîte. Hyper sérieuse. Tout autant sérieuse que Orange, que Apple, que Microsoft, que peu importe quel nom de boîte vous voulez donner. C'est tout autant sérieux. Et donc, je vais me comporter de manière tout autant sérieuse dans comment je gère cette entreprise. Merci de fou. Personne n'avait abordé encore ce sujet, donc je suis très content que tu le partages. Et je trouve ça Cool. très important parce que dans l'imaginaire, et je pense qu'il faut vraiment faire gaffe à pas tomber dans ça, c'est qu'on imagine, tu vois, genre ça comme une activité un peu, tu vois, genre c'est les retraités au fond du coin qui font ça, etc. Alors que tellement pas. Alors que tellement pas, et c'est une vraie boîte, et vous avez ouvert des statuts, et vous avez ouvert des... Je pense que la perception de tout ça est en train d'évoluer, et les personnes qui se lancent aujourd'hui n'ont pas du tout cette mentalité, mais il va y avoir des challenges dans votre création, il va y avoir des challenges dans votre parcours administratif et financier, comme tu le disais, et à chaque fois, il faut vraiment bien creuser tout ce qui s'offre à vous pour comprendre comment ça fonctionne. On Ouais. parle de TVA, on parle de diminution des charges si vous avez tel label, etc., Ouais. etc. Il y a plein de petites subtilités pour nous en tant que freelance et pour vous en tant que gestionnaire de gîte et de chambre d'hôte. Il faut vraiment tout creuser et s'informer même avec la communauté que vous avez commencé à créer, par exemple, autour de vous, pour Ouais. vraiment comprendre les subtilités de tout ça. Et vous allez continuer quotidiennement à vous former. Et jamais Grave. vous n'aurez tout acquis. Grave. Et c'est OK. Parce que Oui, le tout à but, c'est fait. pas du tout avoir acquis. Le but, c'est de faire un nouveau pas tous les jours. Exactement. D'être dans la dynamique de progression. Et je vais rajouter un dernier truc et peut-être que ensuite je t'invite à me couper la parole pour me faire taire. J'ai envie de dire, quand tu incarnes ce truc de je prends vraiment les choses au sérieux, je suis une entreprise, nous avons une mission, nous avons des clients à satisfaire pour remplir notre mission, tu vois beaucoup plus loin que simplement le premier truc que tu proposes. Le premier truc que tu proposes, c'est effectivement la location saisonnière, la semaine, les vacances, enfin voilà, tu proposes ça. Mais quand tu te dis, c'est quoi ma mission? C'est quoi le but que je veux que mes clients remplissent? Et on faisait la distinction tout à l'heure, vacances, détente, vacances, aventure, il y a plein d'autres buts. Est-ce que mon but, c'est qu'ils vivent un moment en famille précieux, qui leur créera des souvenirs pour le restant de leur vie? Si c'est ça mon but, je ne crée pas le même gîte, je ne crée pas les mêmes services complémentaires, je ne crée pas le même système d'accueil, je ne crée pas le même système de départ. On voit beaucoup plus grand que juste, tiens, paye-moi, prends la maison. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant et ça nous permet d'encore plus incarner, c'est de se dire, les gens qui vont venir ici, à quoi ils aspirent, c'est quoi la transformation qu'ils veulent vivre dans leur vie. C'est un truc que je dis souvent en freelance, tu le sais, ce truc de la transformation que tu vas apporter à tes clients. En un week-end, en une semaine, tu peux transformer la vie de tes clients en leur offrant des souvenirs, un moment de partage, un moment de lâcher prise qui ne s'offre jamais. Enfin, il y a plein de choses que tu leur apportes. Donc, c'est quoi la transformation? C'est quoi ce que ces gens-là veulent vivre dans leur vie grâce à vous, grâce à votre lieu? Et comment je fais pour créer plein de choses qui leur permettent de vivre ça? Le premier pas, c'est effectivement la location du lieu et commencer dans le lieu, la gueule que ça a, les objets qu'il y a dedans. Il y a peut-être autre chose qui va autour. Et là, quand on se dit, je suis une boîte sérieuse qui a l'objectif de faire des transformations pour des clients avec une mission, etc., en fait, on s'ouvre la case de réfléchir à ces trucs plus grands, entre guillemets. Et c'est pas grave si on n'y va pas, c'est OK. On peut choisir juste, j'ai envie de faire mon truc de location, ça me suffit et c'est très bien, il n'y a pas de jugement de valeur. Mais c'est intéressant d'ouvrir cette case quand même. Parce qu'on s'autorise des trucs qu'on s'autoriserait peut-être pas si on se dit l'activité du retraité qui va se terrer en Bretagne. Ouais, toujours. et qui ouvre sa petite longère et qui vit sa vie tranquille. Exactement. Après, ça dépend de vos objectifs, mais Grave, il n'y a pas de jugement de la valeur, encore une exactement. fois. Mais par exemple, je prends un cas d'un gîte que je connais. Je pense qu'elle fonctionne comme ça, c'est que, à mon avis, elle a alloué un pourcentage de son tarif qui est alloué en fait à l'amélioration de ses lieux. C'est-à-dire que chaque année, je vois, elle lance des travaux qui sont quand même assez lourds. Par exemple, je sais pas, ouvrir une cuisine d'été
ce genre de choses, ou ouvrir un nouveau espace dans le jardin pour la relaxation, etc. Et en fait, quand vous avez cette pensée de mon activité, c'est une entreprise que je vais développer, vous pouvez très bien imaginer des services que vous allez ajouter au fur et à mesure de votre aventure, et du coup, ça vous permet de les budgétiser et de les inclure, par exemple, dans votre stratégie tarifaire. Ouais, grave. Et effectivement, j'ai juste envie de dire un mot là-dessus qui change notre perception des choses sur ce genre de sujet, c'est de l'innovation. C'est de l'innovation de service. Et on pourrait se dire, il n'y a rien d'innovant dans un gîte. Ça, c'est de l'innovation. Comment je fais pour mieux servir mes clients d'année en année et rajouter des nouvelles choses. Donc, on innove dans ce qu'on propose. Surtout que les tendances changent, donc habituez-vous à évoluer. Je me tais maintenant. Mais fais gaffe, moi, je pense que j'aurais pu continuer aussi. Donc, le mieux, je pense, pour notre santé et notre voix, si on veut pouvoir parler encore ce week-end, je pense que c'est peut-être de s'arrêter là. Arrêtons-nous. En tout cas, merci Thomas pour tout ce que tu as apporté dans cet épisode. J'espère que tu as passé un bon moment et que tout ce que tu as dit va aider mes auditeurs et les auditrices. Mais j'en suis sûr, donc ça va, cette case est vite remplie. Mais voilà, je te remercie encore 1000 fois pour tout. Avec plaisir. Et si jamais les personnes qui passent par là et ont écouté jusqu'ici, c'était peut-être un peu long, n'hésitez pas à me mettre un petit mot sur Insta ou un truc comme ça juste pour me donner vos retours. Ça me ferait grave plaisir de lire ce que vous retenez de cet échange. Complètement. Et vous retrouverez du coup un post Insta comme d'habitude sur l'épisode, sur la présentation de l'invité, sur plein de choses. Et n'hésitez pas à interagir là-dessus sur l'Instagram du podcast. Et puis on se retrouve en dehors de la podcast sphère. Génial. Merci Yann. Merci à toi. Ce premier épisode de la saison 3 est maintenant terminé. Il était en 2 parties car il était un petit peu long et c'est la première fois que je fonctionne de cette manière en le coupant en 2 et j'espère que cela t'a aidé pour le suivre en entier. Cet épisode me tenait vraiment à cœur et je suis très heureux que Thomas soit passé te partager ses conseils inspirants. Le prochain épisode devrait te plaire. Il s'agit de mon nouveau concept, mon carnet de bord pour te partager comment je mets en place la communication de mon propre gîte. J'y aborderai plusieurs sujets et surtout je te partagerai par quoi j'ai commencé, les premiers effets et les difficultés que j'ai rencontrées. Tu peux déjà suivre mon aventure sur Instagram, le tag du compte est dans la bio du compte Instagram Booste ton gîte, j'espère que tu as suivi. Le prochain épisode en tout cas sortira le 20 février. En attendant, je te souhaite une très belle semaine, bon courage pour la gestion de ton hébergement ou aussi pour avancer sur ton projet si tu te lances et à très vite pour continuer à booster ton gîte.